tous et bienvenue sur la chaîne La Bouquinade. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau point lecture. Je suis très en retard dans les chroniques en ce moment et là quand je regarde les livres, c'est pas très récent. Je crois qu'il y en a un seul qui vraiment a été lu récemment. Je fais au mieux. On commence sans plus tarder avec un premier Poké Jeunesse. Il s'agit d'un livre que je ne pensais pas qu'un jour il sortirait ça, mais j'étais très curieuse de savoir ce que ça allait donner. Je parle bien évidemment de Trust de Kay Scott aux éditions Poké Jeunesse. À savoir que Kay Scott est une autrice qui a quand même pas mal publié de romances entre guillemets spicy, mais aussi dans le sens où c'était des romances un petit peu plus adultes, et ici on est donc sur du young adulte, voire un peu plus jeunesse, ouais non, peut-être plus young adulte que jeunesse quand même. L'histoire va démarrer avec Eddie et John et aussi par une prise d'otage dans une supérette. Donc situation assez traumatisante. Tous les deux vont voir leur vie voler en éclats. Après cette expérience, Eddie va décider de vivre sa vie vraiment à 100%, de profiter pleinement de sa vie, et John lui va réagir d'une autre manière. Enfin c'est plutôt qu'il va remettre en question à chaque fois les choix qu'il va prendre, ou qu'il doit prendre, c'est plus juste. De cette expérience, ils vont donc tous les deux apprendre beaucoup de choses, parfois les mêmes points, parfois non. Ce que j'ai aimé dans cette histoire, c'est qu'on ne se centre pas uniquement sur un seul thème, à savoir Eddie et John. On parle de plusieurs sujets, donc forcément le traumatisme, à savoir aussi les addictions, les relations avec les autres. Il y a beaucoup de sujets, mais le sujet que j'ai préféré, le gros point positif pour moi, c'était que tous les deux se tiraient vers le haut après cette situation et même pendant cette relation qu'ils ont. Et vraiment, ils apprennent de leurs erreurs pour grimper en haut, enfin se tirer vers le haut, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est vrai que j'avais bien aimé cette relation amicale qui démarre du coup à partir de cette prise d'otage, mais j'avoue que la romance, je l'ai trouvée un poil lente, je sais pas comment dire, mais il me manquait quelque chose. Je remets pas en cause l'alchimie qu'il y a entre les personnages, leur attirance mutuelle, mais je sais pas, pour moi il me manquait peut-être un petit peu de piquant, ou en tout cas il me manquait un élément pour me convaincre à 100% que c'était un couple qui se tirait, comme je disais, mutuellement vers le haut, pas de problème, mais je sais pas, il manquait une fusion entre les deux que j'ai pas réussi à trouver. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce roman publié chez PKJ, je sais pas s'il va en sortir d'autres d'elle, mais ce serait intéressant. On continue avec le second roman de chez PKJ que j'ai pour ce point lecture. Il s'agit du très populaire Inheritance Games, écrit par Jennifer Lynn Barnes. Je n'ai jamais lu aussi de livre de cette autrice et j'attendais grandement de cette sortie. J'ai été un petit peu teasée en amont, etc. et j'attendais tellement de cette sortie. On frôle le coup de cœur. Si jamais vous n'avez pas vu de quoi ce roman parlait, je vais vous pitcher ça. Avery va se retrouver héritière d'une fortune immense. Une personne du coup décédée lui a légué toute sa fortune. Petit soussaille, qui est cette personne? Elle ne la connaît pas. Pour qu'elle puisse hériter de la fortune du coup de Monsieur Hawthorne, toujours des doutes sur la prononciation, elle doit vivre 1 an avec ses héritiers dans une grande demeure. Vous allez me dire, un peu chelou, mais bon ça se fait. Peut-être qu'elle va y laisser quelques plumes. Le seul indice qu'elle va avoir pour comprendre pourquoi elle, c'est une lettre, mais une lettre avec juste quelques mots. Vraiment rien du tout presque. Dans cette lettre, il y avait écrit « Je suis désolée ». Why? Pourquoi? Porqué? Explique plus. Cette fortune permettrait notamment à la jeune Avery de pouvoir choisir sa vie et faire les études qu'elle veut. C'est aussi ça qui va la motiver à vivre 1 an avec ses chants un peu chelous. Alors, ce n'est pas un flop, ce n'est pas un... Tout à l'heure je disais, tout à l'heure j'ai dit presque un coup de cœur. Je reviens sur ce que j'ai dit. C'est un top, mais je sais pas pourquoi j'ai des réserves que j'arrive pas vraiment à formuler aujourd'hui. Peut-être qu'avec le tome 2 j'arriverai à pointer du doigt ce qui me fait dire que, bon, c'est un peu mitigé. C'est une bonne lecture dans le sens où je trouve que ça se lit vite, je trouve que les passages s'enchaînent également vite. Chaque personnage a son vécu, a son histoire, a son background, a sa douleur, a son explication aussi derrière, presque tous. Et ça c'est un gros point positif parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages donc il faut être capable un petit peu de tout resituer. Et vu qu'il y avait quand même pas mal d'explications, je me suis pas paumée sur ça, donc j'ai envie de dire que c'est un bon point pour l'autrice. J'avoue que pour moi, ça manque encore d'explications pour ce premier tome, même si c'est un premier tome. C'était un peu léger au niveau des énigmes, j'en attendais encore plus. Bon, effectivement, on a quand même eu quelques réponses à quelques énigmes, mais ça manquait de quelques éléments. Je crois que le tome 2 sort fin de cette année. Je suis peut-être en train de dire une bêtise là, mais j'en attends beaucoup et j'ai hâte de le voir. Et je pense même que je vais devoir relire le premier tome
pour bien comprendre le second tome, parce que si jamais on donne plein d'éléments au second tome qui répond à des énigmes qu'on a eu dans le premier tome, je risque d'avoir oublié entre temps. Nous passons au suivant, il s'agit d'Or et de mensonges de Célina Fenech aux éditions Le Chat Noir. Nous admirons cette très belle couverture que j'aime beaucoup. Je vais avoir quelques difficultés à vous résumer le roman sans spoiler. Il est assez court, donc je pense que je peux potentiellement pas me faire des amis et trop en dire. Je vais lire la 4ème de couverture, c'est plus sûr. Zari travaille dur à l'usine de coton d'Oramon pour permettre à sa petite sœur Nia de manger et d'aller à l'école. Entre son père qui écume les bars et Rahana, sa meilleure amie qu'il a abandonnée depuis qu'elle travaille dans les beaux quartiers, elle sait qu'elle ne peut compter que sur elle-même. Mais un jour, son chemin recroise celui de Rahana. Celle-ci, couverte d'ecchymoses, est en fuite et semble totalement paniquée. Zari découvre alors un nouveau monde, un monde où certains ont des pouvoirs surnaturels et sont réduits en esclavage au profit de Darian King, celui qui règne sur la ville depuis son palais doré. Quand Nia développe des capacités incroyables, Zari comprend que sa vie est en danger et qu'elle doit tout faire pour la protéger. Elle prend donc sa place et se retrouve au service des Kings. Mais comment s'en sortir sans aucun pouvoir magique? C'est de l'urban fantasy, c'est de la dystopie, c'est aussi une réécriture de contes. Ce que j'ai bien aimé dans cette histoire, c'est que Célina Fenech mélange pour moi plusieurs genres et ça m'a pas trop perturbée, donc pour ça déjà c'est très bien. Donc on retrouve ici une société avec de la magie comme ça a été dit dans la 4ème de couverture et où si certains ne possèdent pas cette magie, la magie est cachée du coup à ces personnes-là. Je trouvais que pour avoir déjà lu plusieurs réécritures de contes, souvent on s'éloigne des codes qu'on a dans les contes, or là on s'en éloigne pas tant que ça. Donc à ce niveau je pense que c'est aussi si vous appréciez ou pas les codes des contes, moi ça me dérange pas plus que ça donc ça ne m'a absolument pas dérangé. Et du coup comme dans tout conte, les valeurs transmises sont très belles. J'ai beaucoup aimé les personnages, je trouvais qu'il manquait un tout petit peu de nuances. Je pense en particulier à un personnage, c'est pareil si je vous dis son rôle. Voilà, il y avait quelques éléments où j'étais en mode peut-on un petit peu plus la nuancer? Bon après, ça c'est un avis personnel. Le but d'un avis livresque aussi. Et c'est vrai que du coup par rapport aux contes, ils étaient un petit peu comme mis dans des cases comme on peut avoir dans les contes, donc le gentil a les bonnes valeurs, le méchant est horrible et dégueulasse. Et des fois j'avais envie de dire tout n'est pas noir ou blanc, il y a aussi du gris par moment et ça manquait un petit peu de ça. Et j'avoue que j'ai bien envie de découvrir d'autres livres de cette autrice. Je sais qu'elle a publié une autre saga chez aussi éditeur Le Chat Noir. Il faut que je me renseigne sur cette saga. En tout cas c'était une lecture assez agréable. Je dirais pas légère mais quand même fluide. Et en vrai il est pas très long donc ça se lit globalement assez rapidement. Oh bah j'ai laissé mon marque-page de la médiathèque tiens. Nous continuons dans un autre genre et là je pense que beaucoup attendent cet avis. Il s'agit de Maybe Someday de Colleen Hoover publié chez Hugo Roman. Alors cette fameuse histoire, qu'est-ce que j'en ai pensé? Avant ça, on résume l'histoire. Sydney est une jeune femme de 22 ans. Elle a un petit peu la vie idéale, un petit copain Hunter parfait sur le papier, un avenir tout tracé et assez sympatoche. Et elle vit aussi en coloc avec sa meilleure amie et l'appartement n'est pas dégueulasse ma foi. Comment il est décrit, ça va. Puis évidemment, il va y avoir un couac dans l'addition, à savoir Ridge, qui est son voisin musicien. Ah oui, et puis autre truc couac dans l'addition, Hunter la trompe. On t'adore Hunter. Donc c'est décidé, elle décide de tout plaquer et elle part vivre chez le fameux voisin. Puis il faut rajouter à ça que c'est une jeune femme qui chante plutôt bien apparemment et donc ils vont composer des chansons ensemble. Est-ce que j'ai oublié de dire que ce fameux Ridge a une copine? Oui, j'ai peut-être oublié de dire ça. Et tous les deux sont forcément attirés mutuellement. Je vous laisse deviner quelle est la suite finale à cette histoire. Bon, j'en suis pas à mon premier Colleen Hoover, c'est mon 3e. C'est peut-être pas mon préféré, mais c'est pas le pire. Pire description ever. J'avais un peu beaucoup d'attentes puisque mon amie Isaline m'en avait énormément parlé et c'est l'un de ses livres préférés. Si ce n'est pas son livre préféré? Non, je pense pas. Non, il y a Evie Wilde ou je sais plus quoi là qu'elle adore. J'ai essayé de diviser le roman en deux parties. Pour moi, il y a deux parties. La première, les personnages sont plutôt bien travaillés, bien construits et assez développés. Et en vrai, la trame tient la route, il y a une cohérence générale, on apprécie, ça se lit vite, c'est fluide pour cette première partie. Pas de soucis particuliers. La seconde partie, c'est un peu plus long. J'avoue que j'ai un peu peiné à la fin. Il y avait beaucoup de réflexions répétitives, on a l'impression que les personnages sont au même stade, ce qui est le cas. T'as envie de leur dire c'est bon, tu me l'as dit une fois, deux fois, trois fois, on a compris. Si tu pouvais passer à autre chose pour nous lecteurs, ça serait sympa. Et puis le schéma, en vrai c'est un peu le serpent qui se mord la queue. La nana qui a été trompée est attirée par un mec qui a déjà une copine. J'étais un peu comme ça au début, quand j'ai capté ce que j'allais lire, j'étais en mode je ne sais point quoi en penser. Il n'y a pas de scène problématique. C'est juste que je trouve que au niveau de la réflexion entre les personnages,
c'était répétitif, c'était un petit peu longué, c'était pas mauvais, mais il s'agirait de passer à l'étape supérieure ou du moins de verbaliser certaines choses, ça commence à m'agacer ce fonctionnement. Mais ce qui m'a aidé à pallier à tout ça, en fait, c'est au-delà de cet objet livre, il y a toute une playlist qui a été créée, parce que du coup, on a affaire à un musicien et une chanteuse, et du coup, il y a eu des chansons qui vont avec ce livre, il y a eu beaucoup de passages comme ça où on avait les paroles, etc. Et c'était très agréable d'avoir ce petit bonus en plus. Je pense que ça m'a aidé aussi à avoir l'impression que ça traînait moins, mais malgré tout, je l'ai quand même ressenti un petit peu quand même, puisque je vous le fais remarquer. Même si des fois c'était un petit peu longué et un petit peu répétitif, je trouvais aussi que les conversations entre Sydney et Ridge étaient profondes et intéressantes, et même moi ça m'a apporté quelques questionnements. Donc sur ce point-là, j'ai pas craché dessus. Ridge est très attachant, mais typiquement c'est le genre de personne que j'ai en face qui n'arrive pas à faire un choix et à se dire la vérité telle qu'elle est, ça m'agace. Tu ne serais pas mon ami. Je serais en train de m'énerver sur toi toutes les 2 secondes parce que tu es incapable de te dire la vérité en face, ça m'agace. Désolée, mais c'est très sincère. Je le trouvais à la fois mignon, attachant, je comprenais ce qu'il disait, mais en même temps j'allais me dire, bon frère, c'est bon, ça fait 3 fois que tu me dis la même chose, dis-le toi à toi-même au bout d'un moment. Et du coup, je trouve qu'il n'apportait pas beaucoup à l'avancée de la situation, je trouve que celle qui avançait le plus c'était Sydney. J'avoue que si j'ai un point positif à mettre à ce livre, c'est Sydney et la réflexion qu'ils avaient tous les deux, mais pas lui tout seul. Pas fan. C'est pas un flop, c'est pas une excellente lecture, c'était quand même une lecture plus ou moins agréable vu qu'il y a eu quelques lenteurs. Mais voilà, c'est pas le meilleur Colin Hoover. Et je vous laisse par contre avec les réactions de Isaline, ça va être pépite. En vrai, je suis d'accord, Ridge, tu veux le frapper. Mais le résumé, Emma, le résumé, non, ça n'allait pas. Genre. Et ok, mais non. Nous passons maintenant à la bibliothèque de minuit de Matt Haig, publié aux éditions Mazarine Roman. Premier livre que j'ai lu de cette maison d'édition qui me faisait énormément de l'œil, et je vous l'annonce tout de suite, c'est un de mes coups de cœur de cette année. On commence avec Nora, qui est une jeune femme assez triste, qui a l'impression qu'elle rate tout dans sa vie, qu'elle n'apporte rien de particulier. Elle a plus l'impression de gêner les autres qu'autre chose. Elle est virée de son job car elle est trop triste. Enfin bref, Nora n'aime pas trop sa vie telle qu'elle est. Et puis aussi, Nora n'a jamais eu l'occasion de choisir quoi que ce soit, elle a juste refusé ce qu'on lui proposait et elle s'est enfermée dans cette boucle là. Puis on rajoute à ça la mort de son chat qui a fait complètement basculer Nora, qui a décidé de mettre fin à ses jours. Trigger warning, on sait de quoi on va parler ici. Mais avant de mettre fin à ses jours, elle va être basculée, comme si on se retrouvait dans les limbes. Et il s'agit ici de la bibliothèque de minuit. Elle va retrouver son ancienne institutrice. Et dans cette bibliothèque de minuit, le temps est suspendu. Du coup à minuit. Tous les livres qui se trouvent sur les étagères de cette bibliothèque représentent toutes les vies qu'elle aurait pu avoir si elle avait fait des choix différents. J'avoue que l'idée que chaque choix différent te mène à une vie différente et du coup est transformée et transposée dans un livre, j'ai beaucoup aimé cette idée. Et l'histoire va se rythmer avec tous les regrets que Nora a pu avoir, et donc regrets qui sont différents avec chaque livre. Ce que j'ai aimé dans la vision de Matt Haig, c'est que tous les choix qu'elle a pu faire, ou bien tous les regrets qu'elle a, et la vision de la vie en général, n'est ni positive ni négative. C'est un roman qu'on peut dire du coup de fantastique, mais qui reste quand même assez terre à terre, parce qu'on reste quand même très fixé sur la réalité et sur la vie de Nora, sans non plus exclure tous les sentiments et ressentiments de Nora. Et on voit également l'évolution de Nora au fur et à mesure où elle apprend de elle-même et dans d'autres vies, je sais pas si très compréhensible. Et très sincèrement, je pense qu'on est plus d'un lecteur à avoir retenu sa respiration quand Nora devait faire des choix, rester, partir définitivement, baisser les bras, tenter autre chose, enfin bref, à chaque fois j'étais en mode où elle va Où va-t-elle encore? Et bref, c'est un roman qui m'a vraiment fait du bien, j'ai adoré ce parallèle, voilà, de un petit peu, comme je disais, comme si on était dans les limbes, ce concept de la bibliothèque de minuit, et de pouvoir survoler ses vies un petit peu et voir quels sont les regrets qu'on a eu, si on en a pas eu, et si on est en paix ou pas avec soi-même. C'était très intéressant à lire. Il y en a certains qui l'ont mis en parallèle avec du développement personnel. Alors oui et non, forcément qu'on a des moments où on peut clairement dire que c'est ça, mais en règle générale sur tout le roman,
je dirais pas non plus développement personnel. Ça change de mes lectures de ces dernières années, mais j'ai adoré, je suis hyper contente de l'avoir lu. Nous allons maintenant parler d'une fin de saga, il s'agit de La Faucheuse, donc là c'est le tome 3 de Neil Susterman chez la collection Rare, donc aux éditions Robert Laffont. Une saga à lire absolument, une réflexion sur nous, sur les humains, sur l'humanité, sur la planète. C'était tellement de questionnements et de choses que j'ai apprécié lire et retrouver dans du young adulte, c'était incroyable. J'ai bien fait d'attendre toutes ces années avant de démarrer cette saga, parce que j'étais vraiment très loin de tout ce qu'on pouvait reprocher ou adorer. J'ai vraiment pu me faire mon propre opinion et je suis reconnaissante envers moi-même d'avoir attendu pour le lire. Nous sommes dans un monde où il y a un nouveau métier que nous ne connaissons pas à l'heure actuelle, ce sont les faucheurs. Les faucheurs ont le droit de vie ou de mort sur nous, pauvres petits humains mortels, puisque ces personnes ne seront pas trop mortelles. On est arrivé à un stade où on est surpeuplé, enfin il y a une surpopulation, et donc on est obligé de glaner, et c'est là où l'apparition de ce métier a vu le jour. Pour faire ce métier, il ne faut pas aimer glaner. Ça c'est un petit peu une consigne. Nous allons suivre deux personnages qui vont être tous les deux apprentis faucheurs. À l'issue de cette formation, qu'un seul sera faucheur et l'autre bye bye. C'est un roman qui est extrêmement cruel, extrêmement vrai. J'ai adoré la réflexion qu'il y avait derrière, toute la construction et vraiment tous les messages que l'auteur a voulu nous faire passer à travers cette fiction, c'était vraiment super intéressant. Le fait que les humains ne sont plus voués à mourir parce que la médecine a énormément évolué et qu'on ne meurt plus de maladies comme ça et qu'on est même amené à rajeunir et que du coup c'est pour ça que c'est surpeuplé et qu'il a fallu faire des choix. Comment gérer le restant des ressources naturelles, comment gérer cette surpopulation, comment décider qui doit vivre, qui doit mourir, comment se positionner quand un être est devenu immortel et n'est plus du tout mortel, ce que nous sommes à la base. Et puis la construction des personnages, il y en a qui sont ultra moraux, d'autres pas du tout, mais ils étaient vraiment très approfondis, vraiment j'ai aucun reproche à faire à aucun personnage. Rohan dans le cœur, comment aussi on aborde le sujet de l'ego, c'était très intéressant. Et puis ce que j'ai aimé en fait c'est ce truc un peu crescendo avec le tome 1, le tome 2 et le tome 3 en ce qui concerne les jeux de pouvoir, les manigances, la manipulation, la corruption, sinon ce ne serait pas marrant. Et puis c'est pas une personnification, c'est vrai qu'au début j'ai perçu un petit peu comme ça, mais en fait dans cette histoire, en plus donc des faucheurs et des faucheuses, imaginez-vous que c'est comme s'il y avait un super gros nuage au-dessus de la Terre qui est en fait comme une immense ressource informatique, comme une sorte de génie, et qu'on appelle le Thunderhead. Et je crois que c'est peut-être ce que j'ai préféré, c'était comment l'auteur a pu ficeler ce Thunderhead. J'ai trouvé ça tellement fascinant. J'ai adoré le premier tome, j'ai adoré le second tome, il y a peut-être un petit peu plus de longueur, je trouve ça normal maintenant dans un tome 2, et j'ai dévoré le tome 3. Best saga. Et vraiment, même si ce livre est donc classé en young adulte, je pense très sincèrement qu'il peut se lire à partir de 14 ans et puis y a pas de limite. Excellente saga, je sais pas quoi vous dire de plus. Si vous avez encore quelques réticences, qu'est-ce que je pourrais vous dire? C'est une dystopie comme je l'ai dit, mais une dystopie originale, très originale même, avec plein de réflexions qui à l'heure actuelle font écho. Voilà, je sais pas si ça a fonctionné. J'avais encore un livre à vous parler, mais je pense que le point lecture va être trop long, et vu que j'ai d'autres livres aussi à vous parler, je vais le garder pour le prochain. Je vais m'arrêter là pour ce point lecture, c'était donc le dernier livre, j'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai réussi à vous susciter l'envie pour aller lire certains ouvrages, les découvrir, essayer d'aller regarder des trucs, enfin bref. J'espère que j'ai pu un peu vous convaincre quand même. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite de bonnes lectures et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!